Chers internautes, donc nous voici pour la seconde partie. Je suis toujours avec mon invité de ce soir, qui est donc Odile Maujon-Cheminade, candidate aux élections législatives sur la 10e circonscription pour les Français de l'étranger, qui est aussi l'épouse de Jacques Cheminade, qui était candidat à la présidentielle, notamment celle de 2017. Et il était aussi candidat en 95 et en 2012, comme elle a pu le dire précédemment. Donc, pour cette seconde partie, celle aussi qui intéresse beaucoup la diaspora malagasy, qui, pour rappel, est estimée à peu près à 200 000 personnes ici en France, disséminées sur tout le territoire. Euh, Comme on a pu le dire précédemment, dans cette 10e circonscription, elle concerne notamment les Français qui habitent Madagascar. Donc, j'ai envie de vous entendre tout simplement sur la situation à Madagascar, sur la situation politique. Quel regard vous portez? C'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur et qui plus est français, sachant les amitiés profondes entre les deux pays. Quel est votre regard objectif sur la situation à Madagascar? Écoutez, j'ai vu ce matin que la Banque mondiale vient de publier un rapport. Donc, ce rapport a été publié mercredi, c'est-à-dire donc hier, qui est sur les perspectives économiques de Madagascar, surmonter la tempête. Voilà. Et où ils mettent en avant leurs inquiétudes par rapport à la situation économique que connaît l'île avec 2,6% de croissance en 2022 contre 4,4% en 2021 et un taux de pauvreté de 81%. Moi, j'ai envie de dire, généralement, quand je vois la Banque mondiale qui fait ce type de rapport, je pense que ce n'est pas une très bonne nouvelle parce que la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international, quand ils ont coutume d'intervenir, ça se fait à des conditions, et ça se fait à des conditions qui sont extrêmement désavantageuses pour les pays. Et évidemment, ce que je vois de Madagascar, c'est une situation où, faute du développement qui aurait dû être réalisé depuis longtemps, eh bien, c'est un pays qui se trouve, qui paye les conséquences de ce manque de développement. Là, je vois qu'il y a aussi une alerte sur la situation avec les criquets. Bon, c'est sûr que quand on est dans une situation à l'échelle mondiale où l'ONU elle-même est en train de dire, d'alerter sur la recrudescence des famines dans le monde, de personnes concernées par les famines, on ne peut pas s'empêcher de penser à une chose, c'est que là où il y a des criquets, ça veut dire que les récoltes risquent d'être mangées, dévorées par ceux-là, et que ça va poser des problèmes. Donc, ça, c'est les premières choses que je vois par rapport, moi, au programme que je défends. Parce que, justement, je pense que la question est là où la France doit avoir un rôle positif à jouer, c'est par rapport à cette question du développement. Il y a aussi, bien évidemment, en ce qui concerne Madagascar, la question de l'accès à l'eau potable. Bon, si je ne me trompe, à Antananarive, eh bien, pour beaucoup de gens, bah, la question de l'accès à l'eau potable, même là, dans la capitale, c'est un problème. Après, il y a toute la question du réseau routier, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un réseau routier, euh, est-ce qu'effectivement il peut y avoir un vrai développement si vous avez seulement une petite portion du réseau routier qui est avec comment dire, qui est revêtu de macadam. Donc voilà, ça c'est les questions moi que je vois immédiatement, qui me sautent tout de suite aux yeux, si je puis dire. Et pour moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est là où justement il y a tout un travail à faire pour la France. Par exemple, les transports, enfin, il y a deux secteurs qui me paraissent absolument essentiels d'intervention. Parce que je reviens
sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il y a une aide au développement qui existe à l'heure actuelle. L'ONU, d'ailleurs, a préconisé aux pays d'avoir 0,7% de leur PNB euh, consacré à l'aide au développement. Bon, pour l'Europe, ça fait environ, grosso modo, 75 milliards d'euros. Et la France, qui était plutôt en retard, a réussi à s'aligner sur ces préconisations, enfin plus ou moins, hein. En fait, elle n'est pas encore, mais grosso modo, elle a 13 milliards d'aides d'euros d'aide au développement. Bon, très bien. Maintenant, où va cet argent? À quoi il est destiné? Eh bien, il est destiné en réalité à des petits projets. C'est-à-dire que c'est une multiplication de projets qui, pour certains d'ailleurs, pourraient être sans doute pris en charge par des organismes privés. Peut-être pas tous, parce que bon, il y a quand même des coûts, mais si vous voulez, tout ça, c'est éparpillé dans une multitude de petits projets. Et ça, je pense que c'est condamner vraiment toute perspective d'avoir un véritable développement qui permette de résoudre les problèmes. Parce que pour résoudre les problèmes, il faut déjà passer un certain seuil de disponibilité d'énergie. C'est-à-dire que vous avez besoin, pour avoir une économie moderne, vous devez disposer d'énergie, il y a certaines préconditions. Et il y a deux préconditions qui me paraissent absolument essentielles et qui concernent très directement Madagascar, c'est le transport, Mhm. parce que tout simplement, euh, vous avez grosso modo, hein, je dis ça à la louche, c'est une estimation pour l'ensemble de l'Afrique. Je ne dis pas que ça corresponde spécifiquement au cas de Madagascar, mais on estime qu'il y a 40% des productions agricoles qui sont perdues faute de trouver des marchés. Et pourquoi elles n'atteignent pas les marchés? C'est déjà parce qu'il n'y a pas les moyens de stockage et il n'y a pas les moyens de distribution. Voyez. Et donc, Mhm. si déjà vous avez des routes qui sont en mauvais état, bon, bah pour aller vers des endroits de stockage, déjà, est-ce que ces endroits de stockage existent? Est-ce qu'ils vont offrir des conditions qui sont nécessaires? Parce que, par exemple, vous pouvez avoir des pays où vous avez des conditions climatiques telles qu'il faut, il faut tout simplement avoir plutôt, là je parle plutôt pour les zones, comment dire, les zones de très, très haute température. Bon, il faut que vous puissiez réfrigérer des lieux de stockage en fonction évidemment de ce que vous stockez, cela va de soi, etc., etc. Donc, ça veut dire toute une infrastructure de base et en tout cas minimalement dans le cas par exemple de l'alimentation, il faut une chaîne qui est le transport, le stockage, la distribution. Donc, c'est vraiment une filière hein, de continuité entre le moment où quelque chose est produit et le moment où il est consommé. Enfin, c'est vraiment une chaîne assez importante parce que ça inclut, y compris, par exemple, une capacité d'avoir une industrie de type agroalimentaire qui puisse préparer, conditionner les aliments pour qu'ils puissent être conservés, qu'ils puissent être distribués. Voilà, enfin, toutes ces différentes étapes qui sont absolument essentielles. Donc ça, c'est un premier pilier que j'ai mis sous la rubrique du transport parce que c'est vrai qu'en réalité, le transport, la capacité de transporter tout cela conditionne quand même le reste. Après, vous avez l'eau et l'électricité qui marchent ensemble. Pourquoi? Bah, pareil, parce que l'électricité, là je parlais par exemple du stockage, dans certains cas, il y a besoin de pouvoir maintenir les produits à telle température. On les maintient à la bonne température parce qu'on a de l'électricité. Voyez. Et si vous regardez l'Afrique d'une manière générale, il y a un manque d'électricité qui est absolument patent. Et dans pas mal d'autres endroits, vous avez de l'électricité, ok, mais de manière pas toujours continue, de manière intermittente. Donc, il y a un impératif absolu.
Et il y a des programmes, je pense par exemple au projet du barrage d'Inga, en République démocratique du Congo. Bon, ça concerne évidemment euh, l'Afrique centrale, mais si vous voulez, vous avez un potentiel absolument énorme qui pourrait irriguer dans toute la région. Et si vous voulez, cette problématique-là, elle existe en réalité pratiquement partout. Donc, il faut avoir cette capacité de produire de l'électricité, parce que qu'est-ce que va vous permettre de faire l'électricité parmi tout ce qu'on peut faire, enfin, tout ce qui était, ou toutes les productions où l'électricité joue un rôle essentiel. Ben, vous pouvez par exemple dessaler de l'eau de mer, vous pouvez purifier l'eau quand vous avez de l'eau non potable. Donc, vous pouvez faire en sorte que votre économie tourne, qu'elle fonctionne, voyez. Et c'est là, effectivement, où je pense que la France doit faire un choix. C'est-à-dire, soit elle continue dans son aide qu'elle peut apporter avec une multiplicité de petits projets qui encore voilà, certains peuvent sans doute être tout à fait utiles et ont un rôle à jouer, mais qui, à mon avis, ratent l'essentiel, c'est-à-dire comment on fait pour que on ait euh, quelque chose qui transforme le pays. Et si on veut transformer Madagascar, eh ben, il faut qu'elle ait accès à des transports, qu'elle ait un réseau routier et aussi un réseau ferroviaire digne de ce nom. Il faut qu'elle puisse avoir accès à l'eau potable. Il faut qu'elle puisse avoir accès à l'électricité. Et ça veut dire un certain nombre d'infrastructures. Vous voyez, tant qu'on ne s'attaquera pas à ça, je pense que quelque part, on sera passé à côté de la plaque, si je puis m'exprimer ainsi. Très bien. Alors, le temps est en train de s'écouler, donc Oui, pardon, je- je- j'étais un petit peu. j'avais plein de questions à vous poser, mais je vais juste en poser une qui mérite pourtant d'être développée. Mais si vous pouvez m'en dire en deux, trois mots, c'est qu'il y a une chose qui est très intéressante dans votre profession de foi, sur laquelle vous avez mis en exergue, c'est notamment la question du franc CFA. On sait que c'est un sujet qui est peu abordé par les différents partis politiques. Vous, vous mettez une position claire vis-à-vis de cet enjeu monétaire en l'abrogeant tout simplement, si je comprends bien. Mais moi, la question que je me pose, bien évidemment, en tant qu'Africain, je ne peux qu'adhérer et souscrire à une telle position. En revanche, la question qu'on se pose, c'est que s'il n'y a plus le franc CFA, c'est la France qui dégringole. On voit que la France, euh, en termes d'économie, les brevets, c'est difficile sur le plan concurrentiel. On voit que c'est difficile. On voit avec la puissance du GAFA aux États-Unis qu'il y a peu d'entreprises qui arrivent à rivaliser. Est-ce que vous avez conscience de tout ça, des impacts qu'il peut y avoir pour l'économie française? Oui, alors il y a beaucoup d'estimations qui varient en fonction, par rapport à cet impact. Mais je vous dirais très franchement, je pense que de toute façon, la question pour la France, elle se pose même bien en amont de cela. C'est-à-dire que, à mon humble avis, on est en France dans une situation où on doit revoir l'intégralité d'un modèle économique où il y a été c'est un modèle totalement erroné qui en réalité ruine la France. Et effectivement, il faut qu'on change notre fusil d'épaule avant que, je ne dirais pas qu'il ne soit trop tard, parce qu'il n'est jamais trop tard, mais en tout cas, il faut agir très rapidement. Et c'est là où, effectivement, je suis assez inquiète avec Emmanuel Macron, parce que je ne pense pas du tout que ce soit quelqu'un qui soit dans cette optique. Je pense qu'il n'a absolument aucun sens de ce que veut dire une économie de production. On produit des choses réelles dans un monde réel et pour des gens réels. Parce qu'une économie de production, ça veut dire des gens qui soient qualifiés, qui connaissent les processus. C'est pas des gens, si vous voulez, qui sont de loin et qui agissent sur les choses par
écran interposé, par exemple. C'est pas une vision monétariste du monde. Mhm. Donc, voilà, ça c'est un autre volet. Mais maintenant, pour revenir sur la question du franc CFA en Afrique, euh, oui, faut envisager cette mise à l'arrêt du franc CFA et le remplacer par un système de coopération qui n'étouffe pas des identités locales. Et évidemment, je ne pense pas non plus que ça puisse se faire du jour au lendemain, parce que ça risquerait d'être, comment dire, d'être très brutal et dangereux, y compris pour les économies africaines. Donc, c'est quelque chose auquel il faut s'engager, se donner un calendrier et y parvenir et mener en même temps une profonde réforme de notre économie en France. D'accord, très bien. Alors, de toute façon, on aura l'occasion, je pense, d'aborder ces questions, hein, qui nécessitent vraiment de les aborder en profondeur. Je voulais quand même terminer par rapport notamment à l'actualité qui nous environne, notamment avec la guerre en Ukraine. Peut-être pas forcément faire un focus sur ce qui se passe là-bas et sur les enjeux géopolitiques, mais d'une manière plus générale, j'aurais bien voulu avoir, pour finir cet entretien, c'est que euh, qu'est-ce que ça vous laisse penser sur les années à venir au niveau international? Parce que forcément, ça dit beaucoup de choses, cette guerre en Ukraine, sur les rapports de force, sur les positions des uns et des autres, hein. J'ai pour mémoire ce qui a pu se passer, notamment à l'ONU, avec une forte abstention des pays africains. Et je Mm, pense que tout ça n'a à pas fait, été oui. suffisamment relayé, ça a été évoqué quand même, il faut le souligner aussi, sur les médias mainstream en France, mais il y a peu de connaissances des circonstances qui ont généré cette position, notamment en Afrique, qui est tout à fait nouvelle, sachant que tout le monde le sait, ça, les géopoliticiens, les géopolitologues le savent très bien, c'est que l'Afrique sera vraiment au cœur de ce qui se passera au niveau des relations internationales. Donc voilà, je voulais avoir votre sentiment par rapport à, plus globalement, plus que de faire un focus sur ce qui se passe en Ukraine, parce que de toute façon, on est un peu pris par le temps, et puis je pense que c'est intéressant aussi d'avoir une analyse avec un peu de prospective, selon votre avis. Ouais, oui, je pense que ce que vous soulignez par rapport à la position des pays africains est extrêmement important. Cette prise de position a été, je pense que ça marque quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que les pays africains prennent position, et prennent position pas comme ils étaient censés prendre position, selon la vision en tout cas qu'en avaient les pays occidentaux. Donc, ils osent se démarquer et aller à contre-courant. Et je pense que c'était une excellente chose, en montrant d'ailleurs que eux, ils ne font pas partie de cette géopolitique. Parce que quand même, on est un petit peu obligé d'en parler malgré tout de ce qui se passe en Ukraine, dans le sens où on peut difficilement comprendre ce qui est arrivé si on ne voit pas dans quoi ça s'insère. C'est-à-dire que cette guerre, elle est pas arrivée là comme par hasard, soudainement, voilà, parce que soudainement Poutine a été pris d'une folie criminelle d'envahir l'Ukraine. Bien évidemment, il n'aurait pas dû envahir l'Ukraine. Il n'aurait pas dû commencer cette guerre. Mais il faut garder à l'esprit qu'on est à la fin d'un processus qui a commencé, on pourra dire d'ailleurs, avec la chute du mur de Berlin, le démembrement de l'Union soviétique, et avec un certain nombre d'épisodes qui sont passés aussi par, en 2014, ce qui s'est passé, la révolution de Maïdan. Et surtout, ça, c'est un des aspects. Mais le vrai aspect qui dépasse encore celui-ci, c'est la montée en puissance de la Chine. Bon, tout le monde a parlé de la question du piège de Thucydide, c'est-à-dire quand une puissance monte et comment dire, fait de l'ombre à la puissance dominante du moment. Et donc ça, c'est la réalité de ce qu'on voit avec la Chine, c'est-à-dire que c'est une puissance économique qui a pris un essor, qui a fait avec les BRICS notamment,
Donc, il y a eu des projets extrêmement intéressants qui ont été faits. La politique de une ceinture, une route de la Chine est une politique extrêmement intéressante qui d'ailleurs La route dont de la soie. l'Afrique, Mhm. les fameuses routes de la soie. Et il faut reconnaître que la France, comme la plupart des pays occidentaux, ont été très méfiants vis-à-vis, dans un premier temps, ils ont été très méfiants, certains sont allés avec, et puis on a bien vu que les États-Unis ont décidé, justement parce qu'il y avait une rivalité économique considérable, bon, ils ont dit, OK, basta, les nouvelles routes de la soie, c'est très mauvais, c'est les Chinois qui veulent s'imposer partout. J'ai une vision un petit peu plus nuancée des choses, même Mhm. très nuancée par rapport à ça. C'est-à-dire que les Chinois ont fait ce que les pays occidentaux auraient dû faire depuis très longtemps, c'est-à-dire proposer des partenariats ayant pour objectif véritablement de construire les économies. Quand vous voyez, par exemple, je pense à un projet très spécifique comme les réalisations de la liaison ferroviaire entre Nairobi et Mombasa. Bon, si vous voulez, ça, c'est quelque chose qui a été fait. On peut dire tout ce qu'on veut, parce que vous savez, en France, vous le savez sans doute fort bien, vous avez toutes sortes de personnes qui disent oui, mais les Chinois, ils ont des arrière-pensées, en fait, ils veulent prendre les terres, ils veulent s'accaparer ceci, ils veulent endetter le pays, etc., etc. Peut-être qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme elles devraient se passer, c'est possible. En tout cas, par contre, la voie de chemin de fer, elle est bien là. Les conducteurs, ce sont des Africains. Il y a des gens qui ont été formés. Elle fonctionne et elle a même empêché à ce qu'il y ait des épisodes de famine dans cette région parce qu'on a pu acheminer l'aide qui était nécessaire en temps et en heure et non pas en prenant un délai qui aurait été catastrophique. Voilà. Donc, en ce sens-là, oui, il y a un enjeu géopolitique où on voit très bien qu'il s'agit de réduire à néant l'influence de la Chine. Et pour cela, eh bien, il s'agit de casser, et les Américains ont été très clairs là-dessus de toute façon, ils veulent casser et réduire à néant l'économie russe en espérant qu'une fois que cette économie russe sera cassée, eh bien, on pourra beaucoup plus euh, facilement s'attaquer à celle de la Chine et qu'elle perdra en ce sens-là un allié. Donc là, on est évidemment dans une vision géopolitique Mhm. que personnellement je dénonce absolument et contre laquelle nous nous mobilisons. Jacques Cheminade s'est mobilisé très précisément contre cette vision-là. Nos candidatures, celles de Sébastien Perromini et de moi-même, elles sont très exactement contre cette vision-là, que c'est une vision que nous rejetons absolument, parce qu'il n'y a pas cette vision-là ne peut déboucher que sur des conflits, d'une manière ou d'une autre, à plus ou moins brève échéance, et sur comment dire, la guerre de tous contre tous. Mhm. Et ça, c'est pas un futur pour l'humanité, c'est pas possible. Très bien. Bah, écoutez, vous l'aurez bien compris, en invitant donc sur Madagascar Média Odile, on a pu entendre un son de cloche, je pense, différent. Naturellement, je pense que je n'étais pas forcément obligé de le dire, mais c'est toujours bien, on ne perd rien à le dire, c'est que bien évidemment, il n'y a pas de parti pris de notre part et que forcément, il y a toute candidature possible, en tout cas toute idéologie possible, puisqu'on on retrouve tout le monde sur cette fameuse 10e circonscription, que ça soit maintenant les Républicains, Hmm. la majorité en place, etc. Bon, je n'ai pas besoin de tous les citer, vous pourrez chercher. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, je pense, aujourd'hui, c'est que forcément, euh, il y avait des choses qui intéressaient, je pense, plus précisément les Malgaches, à entendre déjà ce discours-là et d'avoir un avis, en tout cas pour nous, extérieur et aussi d'entendre un peu ce qui se joue d'un point de vue géopolitique. Et je pense que ça mérite qu'on puisse échanger à nouveau pour parler de ça plus finement et peut-être cibler un peu plus un ou deux sujets. Et j'aurais même aussi voulu entendre, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez engagé main dans la main avec votre collègue
de Solidarité et Progrès sur la 10e circonscription, et qui dit 10e circonscription dit ce qui se passe notamment au Sahel, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a l'Afrique de l'Ouest. Donc, ça va être aussi intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer, notamment dans les rapports entre la France et cette partie de l'Afrique où on sait il y a un conflit qui date maintenant depuis un certain nombre d'années, et puis des enjeux qui sont en train de se Oui. jouer aussi sur le plan géopolitique, avec notamment la présence de la Russie, notamment, qui fait beaucoup débat. Bref, vous aurez compris qu'il y avait beaucoup de choses à aborder, mais ça, quand on aborde la politique et on essaie d'aborder les sujets sérieusement et un peu en profondeur, forcément, ça prend beaucoup de temps. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier pour d'être venu sur notre média. Ça fait plaisir, non seulement à notre équipe et l'équipe qui est avec moi, et aussi nos internautes qui nous suivent. Tout simplement, vous souhaiter une très bonne continuation dans ce Money Time par rapport aux élections, puisque je ne l'ai pas dit, tiens, je vais le dire, comme ça, j'aurais fait le boulot, comme on dit. Les élections, donc, premier tour prévu pour le 5 juin et le second le 19 juin. Vous me dites si je ne me trompe pas. Voilà, alors ça, c'est pour les Français de l'étranger. Les Exactement. Français de l'étranger votent une semaine avant. Ils votent le 5 juin. En réalité, ils ont même commencé à voter par Internet, D'accord. mais ils vont voter aux urnes dans les consulats. Ils vont voter le 5 juin. Puis D'accord. le 12 juin, il y a le premier tour pour les Français en France. Bien sûr. Et le 19 juin, oui, c'est bien ça, Ouais, oui, c'est 19 juin. il y a le deuxième tour pour tout le monde. D'accord. Très bien. Voilà. Calendrier. Très bien. Bah, écoutez, merci encore. Merci encore. Je réitère mes remerciements, et puis je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup à vous. Merci à vos auditeurs et à une prochaine fois, j'espère. Très bien. Merci. C'est noté. Au revoir. Merci. Au revoir.